Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose de plonger dans l'univers fascinant du livre Libre d'obéir qui a été écrit par Johann Chapoutot, qui est un historien français, spécialiste de l'histoire nazie et de la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce livre, cela nous permet de découvrir comment les principes du management nazi ont été appliqués pendant des décennies dans les grandes entreprises internationales et finalement les conséquences de cette influence sur notre société moderne. Pour commencer et pour présenter un petit peu l'auteur, Johann Chapoutot, c'est un historien français qui est spécialiste dans l'étude de la période nazie et de la Seconde Guerre mondiale. Il enseigne à l'université de Paris, Sorbonne, donc il enseigne l'histoire contemporaine et il est aussi membre de l'Institut universitaire de France. Dans le livre dont je voulais vous parler aujourd'hui, pour essayer de vous donner un petit peu l'envie de, de l'acheter et de le lire, il va explorer comment les idées du management moderne ont été développées et mises en œuvre depuis l'Allemagne nazie et comment elles ont été adoptées et ensuite appliquées, dupliquées par les entreprises internationales après la guerre. Alors, je m'excuse par avance auprès de mon auditoire. Alors moi, comme 90% des collégiens et des lycéens, j'ai pris espagnol. Donc la prononciation allemande laisse probablement à désirer. Je ferai mon maximum, c'est promis. Il y aura beaucoup de moments où je vais dire, entre guillemets, je cite dans ce livre, je vous préviens. C'est un peu chaud des fois ce que je dis. Comment penser l'administration pendant le Grand Reich ? Il y a énormément de grands diplômés des universités qui se retrouvent au chômage et que les nazis vont récupérer, vont recruter, notamment pour agrandir les rangs de la SS, et à qui ils vont offrir des postes de hauts fonctionnaires. Il va y avoir toute une strate de ces gens-là qui vont même créer une revue à partir de 1941. Alors, il nous donne l'exemple de Wilhelm Stuckart, qui est né en 1902. C'est un juriste et un docteur en droit qui fera une grande carrière politique avec l'arrivée d'Hitler. Et il va préparer la loi sur la restauration de la fonction publique allemande. Et notamment, qui prévoit l'exclusion des ennemis politiques et des juifs. On y vient. Il va aussi préparer les lois de Nuremberg qui redéfinissent la citoyenneté allemande et qui interdit toute relation sexuelle entre les juifs et les non-juifs et qui prive les juifs de la nationalité allemande. C'est un grand spécialiste de l'arianité et c'est en plus ce qu'on appelle un annexionniste, c'est-à-dire qui veut rattacher la Pologne, la Moravie à l'Allemagne. Donc ça, c'est l'exemple qu'il nous donne, c'est l'archétype du haut fonctionnaire et de l'intellectuel d'action nazi qui va se retrouver dans ce cercle de la SS, notamment. C'est surtout un grand spécialiste de l'organisation administrative et dans cette période, il y a, dans cette période, c'est-à-dire à partir de 1940-1941, il y a beaucoup de problèmes dans ce Reich qui est en gestation. Et le plus pressant, c'est un problème finalement simple et basique de ressources humaines, puisqu'en fait le territoire allemand a connu une grande extension avec la conquête de l'URSS. Et en fait, il faut tout simplement administrer plus de territoire, alors que les fonctionnaires sont partis sous les drapeaux puisque c'est la guerre. Donc la question finalement, c'est comment faire plus avec moins d'hommes ? Eh bien, la réponse, c'est qu'il faut faire mieux. Donc en fait, ce Wilhelm Stuckart, il prônait l'élasticité, la joie au travail, la proximité à la vie et à la vitalité. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans le nazisme, la notion de fonction organique. Il en appelle à l'initiative créatrice de fonctionnaires qui seraient dévoués à leurs tâches et à leur mission. Donc en fait, il oppose la tradition allemande à la tradition française, puisque dans l'imaginaire allemand, l'imaginaire arien, l'imaginaire nazi,
Le fonctionnaire français, il serait asphyxié par un pouvoir central qui est vétileux et impérieux, et en fait, il serait malheureux, ce fonctionnaire français. Donc, la France, c'est, selon un archétype nazi qui est répandu, assez répandu, c'est la mort de l'esprit d'initiative, de la joie du travail, et cela, c'est causé parce qu'il y a une trop grande schématisation qui est malsaine et qui est inutile et qui est beaucoup trop bureaucratique. Alors, il donne un autre exemple, c'est Walter Labs, qui est né en 1910, pareillement juriste et docteur en droit, qui est un haut fonctionnaire, et qui approuve l'idée de Stuckart, donc qui est notre premier exemple plus haut là. Le centre de gravité de l'administration, en fait, se trouve dans les échelons qui sont inférieurs au pouvoir central. C'est grâce à l'attribution d'une plus grande marge de liberté à la décision et à l'initiative des individus, qu'on va libérer en fait les forces actives. Cette idée de liberté germanique, c'est un vieux topos ethno-nationaliste qui existe en fait depuis très longtemps, qui n'a pas été inventé par les nazis, c'était déjà présent. Donc en fait, on est libre d'obéir aux ordres reçus et d'accomplir à tout prix sa mission. Donc c'est l'idée aussi que chacun doit se débrouiller en recourant à l'inventivité, à l'initiative, mais aussi en se servant des ressources et des populations locales à bon escient. On sent déjà le potentiel nazi. En fait, il y a une simplification normative qui est souhaitable pour lever les verrous et pour prévenir les entraves à l'action. Et il y a aussi une idée de proximité à la vie dans le sens organique de l'organisation, comme je le disais tout à l'heure. En fait, cette organisation, elle est vue chez les nazis comme un flux, un mouvement, une circulation des forces et des fluides. Et en fait, il ne faut pas bloquer ce mouvement, sinon on risque une thrombose qui est dangereuse pour, entre guillemets, la race. Alors, il nous parle d'un troisième gars, là, qui s'appelle Werner Best, qui est né en 1903, qui est un ami et un collègue de Stuckart. C'est un fonctionnaire des postes, il est docteur en droit lui aussi, et c'est à la base quelqu'un qui critique énormément les nazis, et pour autant il les rejoint en 1929, et ce sera un grand architecte même de la Gestapo, tout en poursuivant ses travaux de réflexion sur la communauté, la police et l'État. Et son constat, en fait, c'est le même que celui de Stuckart, c'est-à-dire que l'extension rapide et puissante du territoire allemand oblige, en fait, à revisiter et à réviser tous les concepts, les principes et les formes dans lesquels l'exercice de la souveraineté allemande a été construite et même pensée. Et l'Allemagne, en fait, ne peut tout simplement pas s'offrir un doublement de sa fonction publique, en fait. Il faut juste faire mieux et avec moins d'hommes. Donc, une phrase de Best, c'est « il faut gouverner peu, à bon coup et dans le sens du peuple ». Alors, quand il dit « à bon coup », c'est évidemment administrer en dépensant le moins possible. Parce que en fait, la dilatation du Reich doit se faire à moyens constants, voire même idéalement à moyens décroissants. Donc en fait, il va falloir être efficace, comme toujours, mais dans cette recherche d'efficacité, est-ce que finalement, la question se pose les nazis, est-ce que l'État est l'outil le plus adapté ? En fait, la fonction publique d'État en Allemagne, et l'État lui-même a toujours été un peu malmené par l'existence d'organisations para-étatiques. Il y a eu une profusion d'institutions et d'organismes ad hoc, c'est-à-dire à côté, dont le parti lui-même, qui préfère d'ailleurs se nommer mouvement, toujours dans cette dynamique de la vie, qui est par opposition différente de l'État,
qui lui est stable, statique et qui entrave du coup le flux des initiatives organiques. Donc pour les nazis, l'État, c'est une création romaine avec la création des premiers codes et des premières lois, alors que le droit originel germanique, lui, était pur, dans le sens c'était un pur instinct et des pulsions vitales. Donc le droit germanique des origines aurait finalement cédé la place à, pour eux, ce qui détermine comme la loi juive. Puisque pour eux, les juifs sont le peuple de la loi par excellence. Et parallèlement, l'Église, qui est garante de l'égalité des hommes et de l'universalité de la norme, qui est un dogme mortel pour les nazis, hein. Cette Église, elle étouffe et elle détruit les cultes naturels saints des Germains, qui ont été forcés à la conversion par des missionnaires judéo-chrétiens, aussi sournois que violents finalement. Donc, pour la jeunesse de l'État, pour le nazi, c'est une catastrophe pour la race germanique. À notre grand étonnement, en tout cas du mien, les nazis finalement se révèlent être des anti-étatiques convaincus. Alors, évidemment, ça, c'est sur le papier, mais dans les faits, la fonction du nouveau régime, en fait, ça va plutôt être de l'improvisation chaotique et du désordre, plutôt que l'image d'Épinal du défilé militaire impeccablement géométrique. Parce qu'en fait, il y a une multiplication des organes et des institutions ad hoc, donc des institutions parallèles. Donc le processus de décision administrative devient finalement totalement indéchiffrable et l'entrée en guerre va aggraver ce phénomène, puisqu'en fait, on ne sait pas qui réellement a la charge de la planification économique du Reich. Il y a tellement d'institutions qu'on ne sait même plus qui gère quoi. Donc ça crée en même temps des querelles de compétences qui sont permanentes et des chamailleries entre les différentes institutions. Donc dans le prolongement de ça fait qu'il y a des personnalités qui s'affrontent avec des logiques qui se heurtent de manière assez violente et inconciliable. Donc ça fait de la perte de temps, d'énergie, on perd des moyens considérables. Par exemple, quand le territoire du Reich est envahi, eh ben, on ne sait pas qui est réellement en charge de défendre les populations civiles. Et donc, ce qui est vrai sur le terrain, eh bien, ça l'est aussi au plus haut niveau du régime. Et on le ressent quand on relit les journaux ou les confidences de Goebbels, de Himmler, de Göring, de Ribbentrop. Il y a un niveau de détestation mutuelle et une concurrence acharnée, car en fait, finalement, rien n'est clair pour personne. Donc la seule manière de trancher, finalement, c'est d'obtenir un arbitrage du Führer. Et ce qui suscite, en fait, c'est ça qui suscite une lutte effrénée pour accéder à sa personne et à sa faveur, et ça donne un pouvoir démesuré qui est accordé à son secrétaire particulier qui s'appelle Martin Bormann. Donc là, en fait, on parle de polycratie, c'est-à-dire qu'on a une multiplicité des instances de pouvoir et de décision, il y a une compétition incessante, et le constat est finalement assez surprenant, c'est-à-dire qu'on s'attendrait à une rigueur allemande, un goût de l'ordre, une logique totalitaire de l'unité, avec une verticalité qui finalement ne sont pas du tout au rendez-vous. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, parce que déjà, premièrement, il y a une précipitation fébrile des nazis qui estimaient qu'ils avaient déjà perdu assez de temps et donc ils n'ont pas pris le temps de la coordination et du contrôle. Ensuite, dans un second temps, il y a une tendance au développement des baronnies personnelles. Donc, chaque personne qui est responsable d'un parti se taille un petit peu son fief sous le regard un peu indolent et rusé d'un dictateur finalement qui est jugé assez faible et volontiers féodal, qui laissait se développer des initiatives individuelles en fait pour arbitrer en sa faveur à lui de temps en temps.
Et ce qui donne que chacun défend son territoire et sa compétence, et les plus puissants parviennent à créer des institutions à leurs mains, comme c'est le cas de Göring et Rosenberg. Et enfin, il y a un darwinisme administratif qui est spontané et inconscient, puisque en fait, sur le temps long de l'État, succède dès 1933 l'affrontement des ambitions et la quête effrénée de la faveur du Führer que chacun pense obtenir en interprétant ses mots et ses idées de la manière la plus radicale possible. Et l'histoire de la politique anti-juive du Troisième Reich, au sens de l'auteur, peut être éventuellement lue à cette lumière, c'est-à-dire que pour lui, les principes donnés par le Reich, donnés par le Führer, sont aussi fermes que vagues, comme par exemple le slogan « Les Juifs dehors ». Donc ce sont alors plutôt des initiatives locales, des travaux de service et des commissions qui s'empressent pour aboutir à des décisions qui sont de plus en plus dures, et ça à la grande satisfaction de la chancellerie. Après 1941, donc c'est la Shoah aussi qui peut être lue sous le prisme du darwinisme administratif, c'est-à-dire que des initiatives locales qui sont elles-mêmes concurrentes suscitent l'approbation du pouvoir central dans une logique de radicalisation cumulative qui, du point de vue de Hitler, Himmler, Goebbels, est par principe c'est vertueux. La vie, finalement, c'est un combat. Le monde est un lieu de la guerre entre les races, comme entre les services, les directions centrales, les agences. Donc on a une polycratie qui a été étudiée et théorisée d'ailleurs. Et ce n'est pas l'État qui est appelé à se perpétuer et à se projeter dans l'éternité, mais c'est la race aryenne. Donc il y a une dégradation de l'image de l'État et du fonctionnaire qui serait englué dans les règles, incapable de produire des initiatives et complètement sourd aux urgences. Et il en va de même pour la justice. En fait, le régime nazi ne veut pas de dépendance aux juges et à ce qu'ils estiment être leur laxisme. Le mouvement institue un état d'urgence permanent qui va doter la police de pouvoirs exorbitants en matière de répression. Et à partir de 1933, il y a des développements d'agences qui ont des missions, un projet, elles ont un budget, elles sont là pour remplir une mission. Et suite à l'exécution de leur mission, leur existence est donc terminée en fait. Elles sont limitées dans le temps à cette tâche. Il donne l'exemple des agences Plan de 4 ans, l'organisation Todd, le commissariat du Reich pour élaborer un plan de colonisation générale des territoires de l'Est. Donc ces agences, elles naissent en fait finalement pas avec les nazis, elles naissent dès le 19e siècle pour répondre à des besoins de l'industrie croissante. Mais à ce moment-là, en fait, elles ne remettent pas en cause l'État. Mais leur multiplication, là, sous le Troisième Reich, va miner indubitablement l'État à cette époque-là. Dans le troisième chapitre, l'auteur va nous présenter la liberté germanique. Donc, les nazis, en fait, ils sont tributaires et esclaves, finalement, d'une espèce de tradition et d'un héritage. Donc, c'est à la fois un darwinisme social, c'est du racisme évidemment, et puis un eugénisme de la seconde moitié du 19e siècle jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc ces trois mouvements, finalement, ils ont prospéré dans une espèce de synergie dévastatrice. Et alors ce qui est assez notable, c'est qu'en fait le darwinisme social, il est issu des réflexions d'un monsieur qui s'appelle Herbert Spencer, qui est un ultra-libéraliste. Et en fait, de cette réflexion, de cette étude, ils vont retenir que l'État contrarie, entrave la logique et la dynamique de la nature, et cette même nature qui finalement supprime les gens qui sont les moins viables. Or, l'État allemand
contribue à entretenir en fait finalement ces personnes qui ne sont pas viables, puisqu'elle redistribue les richesses et elle met en place une assurance sociale de manière assez précoce dans l'histoire mondiale. Et donc, par ces actions, elle assure la survie de ceux qui ne sont pas viables. Donc, c'est contre nature, c'est quelque chose qu'elle fait contre la sélection naturelle. Donc l'État assure un rôle contre-sélectif ou anti-sélectif qui fait prospérer finalement le malade et l'incapable et le malsain au détriment du sain. Et donc les propagandes nazies sont assez intéressables sur ce sujet et notamment il y a eu beaucoup de propagande où on disait que les familles allemandes saines et laborieuses, eh bien elles vivent dans des taudis alors que les trisomiques, eh bien ils prospèrent dans des hospices luxueux. Donc en imposant la survie et la multiplication des failles, des personnes inutiles et finalement des gens qui considéraient comme des ratés, l'État encourage ce qui serait une gangrène et qui serait fatale in fine au corps du peuple. Et donc les nazis critiquent aussi la réglementation tatillonne qui est mise en œuvre par ce qu'ils appellent des ronds de cuir, sans imagination, qui sont serviles et qui peuplent toute la fonction publique allemande. Donc c'est une sorte de caillot réglementaire finalement, une infection administrative, et les nazis appellent à la simplification des règles et des normes, et ils condamnent et ils stigmatisent les fonctionnaires et les juges qui appliquent ces lois. Donc c'est l'héritage du darwinisme social qui participe d'un idéal de libération finalement de la germanité trop entravée par des lois rédigées et promulguées par des juifs, selon eux. Et en fait le Reich ne veut d'ailleurs pas dire État, mais en fait c'est la notion médiévale de règne et de la notion de R, mais R dans le sens E accent grave, R-E. Donc l'État doit être peu à peu désossé au profit des agences qui sont, elles, appelées à se multiplier pour assurer de façon dynamique les missions régaliennes. Donc pour le nazi, en fait, l'État est toléré, mais à la condition qu'il devienne un organe législatif eugénique prophylactique. Donc prophylactique, c'est dans sa définition de la stérilisation en fait des anormaux et voire même dans la suppression définitive, le meurtre. L'État, en fait, il doit laisser mourir, voire faire mourir. Que dit le régime nazi sur la fonction régalienne de l'État gendarme ? En fait, eux, ils disent qu'en fait, cet État gendarme n'a pas d'avenir dans l'univers nazi, puisqu'il y a une harmonie qui est spontanée d'une communauté raciale qui serait homogène et pure, et qui rendrait toute la délinquance, évidemment, impossible. Donc finalement, les SS, dans un futur proche, seront dévoués à des missions militaires pour tenir en respect ce qu'ils appellent les Asiates et les Mongolites. Parce que dans 15 ou 20 ans plus tard de politique eugéniste, en fait, ça aura eu raison du germe criminel sous la houlette de toutes les agences qui sont là pour ça. Et donc, la liberté germanique redevient possible si on dessert l'étau de l'État, finalement. On assure le règne de la nature, on fait respecter la loi du sang, on libère les initiatives qui sont forcément bonnes, de force nécessairement vive. Or, la société germanique ne semble pas libre. Himmler, en fait, va l'expliquer par le fait que les Allemands n'ont pas eu de temps de paix pour développer leur liberté, et donc ils se sont jetés sur les lois et sur les règlements et n'ont développé que deux profils, le profil du soldat et le profil du fonctionnaire. Et par chance, l'arrivée d'Hitler en 1933 offrirait la paix et la sérénité nécessaires pour que l'homme germanique se développe selon sa nature, c'est-à-dire fier et libre.
Donc selon les nazis, comme toujours, l'État apparaît à l'époque moderne sur le modèle français désastreux, décentralisé, administré et rigide, diffusé à l'État germanique sous l'impulsion du prestige et des victoires de Louis XIV, qui est un roi absolutiste. Donc les puristes SS en fait souhaitent revenir à la communauté allemande originelle du Moyen Âge, la communauté du peuple, le national-socialiste qui met fin à l'individu égoïste et solitaire. Et donc ainsi, on ne gouverne plus, mais on dirige. Et celui qui dirige, forcément, c'est le Führer. Et en fait, Hitler, lui, exerce cette mission, car finalement, il aurait compris les lois de la nature. Alors, il n'a pas de sujet, Hitler. Il n'a que des compagnons qui le suivent. Et en cela, du coup, ce n'est pas un dictateur. Car, en fait, ce qui décide, ça émane de l'esprit de la communauté. Donc ce schéma, ça s'applique aussi dans le domaine économique, au sein de l'entreprise. En fait, il n'y a que des frères de race et il n'y a plus d'ennemis de classe. Donc finalement, l'âge du marxisme dans la doctrine juive, c'est quelque chose qui est révolu en fait. Donc le Führer n'est pas un despote et ceux qui suivent sont libres car les ordres des chefs en fait sont l'expression de la volonté profonde et des nécessités du destin de la race germanique. Et c'est l'historien Rabentisch, j'espère que je le prononce bien, qui dès 1930 souligne en fait le fait que le Troisième Reich va renoncer à l'administration par trop romaine et française pour rentrer résolument dans l'ère managériale, fluide et proactive. Donc en fait, les nazis, ils ont en horreur des personnages comme Rousseau et Marx et les judéo-bolcheviques, pour un peu que ça veuille dire quelque chose. Il y a un discours qui est anxiogène et qui est déploratoire, qui est utilisé par les nazis en s'appuyant en fait sur les forts traumatismes à répétition qu'a pu connaître l'Allemagne. C'est-à-dire que de 1871 à 1914, il y a une modernisation rapide et brutale de l'industrie qui a coûté cher en moyens humains. Il y a eu en 14-18 la Grande Guerre, il y a eu en 1918 et en 1923 une quasi-guerre civile en Allemagne. En 1922 et en 1933, il y a eu une hyperinflation. Et en 1929, il y a la grande crise économique, sociale et politique. Donc en fait, ça donne une représentation de l'Allemagne qui est menacée finalement de toutes parts et qui serait assiégée. Et le discours nazi est d'autant plus écouté parce qu'en plus de faire ce constat de menace, il propose des solutions avec une logique eugéniste et raciste, mais qui est pour le coup parfaitement assumée. Et la notion de performance et de productivité est omniprésente. Et pour le nazi, c'est une affaire de race finalement, parce que seul l'homme germanique serait finalement capable d'action, de travail, de performance. Et en fait, c'est ce qui est martelé dans les films antisémites qui est produit par le ministère de la Propagande. Donc pour le nazi, l'homme germanique, c'est l'homme de la communauté, c'est l'homme du travail soucieux de produire des objets et des enfants. Donc au besoin, cette performance, elle doit être renforcée par la chimie et on apprend qu'il y a une consommation massive de méthamphétamine en fait qui est prescrite aux ouvriers et aux soldats allemands dans le but d'accroître leur temps de veille et leur présence physique. Cette vision de l'individu qui n'existe pas en soi, parce que finalement le peuple est tout, c'est une vision de l'individu qui est utilitariste et donc réifiante, c'est-à-dire qu'elle transforme l'individu en objet, en chose. Et cet objet, cette chose, doit être utile pour avoir le droit de vivre et d'exister. Donc l'individu germanique, ça devient un outil, un facteur de production et de croissance.
Et le nazisme, c'est le racisme eugénique. Le pronostic génétique, ça n'existe pas à l'époque, donc l'heure est plutôt au diagnostic. Donc les malades héréditaires, ils sont en fait exclus du cycle procréatif. Alors ça se traduit comment? Ça se traduit par environ 400 000 stérilisations forcées entre 1933 et 1945, voire des assassinats à partir de 1939. Il y a 200 000 morts en 1939. Donc finalement, on apprend que le crime contre l'humanité, il a aussi frappé la biomasse germanique quand celle-ci, elle était considérée comme insatisfaisante ou défaillante. Et les médecins arrivent d'autant mieux à collaborer avec cette entreprise d'ingénierie biopolitique, puisqu'en fait, ils ne considèrent pas ces gens comme des individus, mais comme le corps de la communauté dans son entièreté, dont les individus ne sont finalement que des membres. Et Hitler ira même jusqu'à dire en 1945, au moment où du coup les Allemands perdent la guerre, il aura ces mots très durs envers son peuple. Il dira, les Allemands ayant perdu la guerre, ils pourraient bien périr en raison de leur infériorité avérée. Donc cela va frapper les asociaux, c'est-à-dire les vagabonds, les rêveurs, les originaux, dont l'existence finalement n'est pas rentable pour la communauté du peuple. En 1936, les SS raflent ces supposés oisifs pour les mettre dans des camps de travail ou de concentration. Les nazis orientent leur économie par et vers la guerre, en fait, qui pense débuter au plus tôt en 1940. Et il faut produire bien et il faut produire beaucoup. Donc les efforts physiques et les efforts en temps qui sont demandés au peuple allemand sont considérables. Et au plus haut niveau du parti, on sait très bien, on est conscient en fait que ça va demander des contreparties. Il faut savoir que la révolte politique, c'est la hantise du parti. Parce qu'ils savent qu'en fait, les derniers avaient été déclenchés par... les dernières révoltes avaient été déclenchées par des facteurs économiques et qu'il faut absolument, à tout prix, prévenir tout phénomène de famine, tout épuisement au travail et montrer au peuple que, en fait, l'esclavage, c'est pour les autres. Donc en fait, il s'agit purement et simplement d'acheter les Allemands et ça passe par une politique sociale et fiscale qui est avantageuse. Donc les impôts diminuent, les prestations sociales augmentent et tout ça est finalement financé par la spoliation des ennemis politiques du régime, par le vol systématique aux juifs qui sont en instance d'exil, par la prédation des guerres à venir qui sont anticipées avec gourmandise. Donc en fait, le régime vit littéralement à crédit pour financer son économie de guerre et encourager le travailleur allemand à travailler sans trop renacler. Parce qu'en fait, la préoccupation constante du Troisième Reich, ça va être finalement le consentement et l'adhésion du peuple allemand. Parce qu'en fait, les renseignements et la répression, c'est utile, mais à la marge. Ce qu'il faut, c'est une vaste politique de production de ralliement. Donc il apparaît rapidement que dans le domaine économique, il y a forcément une nécessité de créer un management qui va gratifier, qui va promouvoir, pour motiver, pour créer une communauté productive, d'où la promesse de l'illusion socialiste, du national-socialiste, qui, d'ailleurs, petite anecdote rigolote, n'a jamais été prise au sérieux par Hitler lui-même. Évidemment, c'est un leurre sémantique pour des raisons tactiques, qui est mise en place. Et ça a été maintenu avant tout pour les travailleurs allemands. Donc on promet une méritocratie, on promet une équité, une promotion sociale à hauteur de l'investissement du travailleur. Mais en plus de ça, on procure du plaisir, de la joie à travailler sur finalement le modèle fasciste italien. Donc il y a une immense comité d'entreprise à l'échelle du Reich entier. On soutient la joie du travailleur par le plaisir, par le loisir. Il faut rendre le lieu de travail beau, heureux. Alors par exemple, on va organiser des concerts dans les ateliers.
C'est le même principe que le baby-foot ou le cours de yoga d'aujourd'hui. On améliore l'éclairage, la ventilation, la nutrition des travailleurs, on va créer des cantines, des salles de convivialité, des bibliothèques d'entreprise, des concours de jeux et de sport. Et finalement, l'ouvrier est pris en charge. Alors à l'intérieur mais aussi à l'extérieur du travail et le but c'est de reconstituer sa force de travail par des loisirs qui lui permettent de revenir reposé et disponible. Donc pour ça on lui propose des randonnées, des croisières, des centres de vacances montagnards ou balnéaires et l'auteur donne l'exemple de l'île de Prorat qui fait 6 km et sur laquelle on implante 20 000 lits pour héberger les travailleurs allemands. On leur propose aussi des sorties au théâtre, au cinéma ou au musée. La récompense ultime, c'est la voiture KDF, donc c'est la voiture qui est dessinée par Porsche et qui est produite dès 1938 et qui se nomme en 1945 Coccinelle. Donc c'est la fameuse Coccinelle, donc c'est la Volkswagen. Donc Volkswagen en allemand veut dire voiture du peuple. C'est finalement la promesse du Troisième Reich, mais qui ne sera pas tenue parce qu'en fait, elle cesse d'être produite en 1939. On arrête la production de la Coccinelle pour produire des engins militaires pour la guerre. Et pourtant, il y a eu quand même 300 000 personnes qui avaient cotisé pour cette voiture, mais qui ne l'ont jamais eue. La conclusion de ce paragraphe, c'est que finalement, les Allemands ont tout un florilège de privilèges, un management qui leur est dédié, mais qui n'est pas applicable au peuple halogène. En 1939, les usines vont se vider parce que tout le monde part à la guerre sous les drapeaux. Et donc, il va y avoir plus de 15 millions de travailleurs étrangers qui vont arriver en 1945 pour venir travailler dans les usines, alors même que dans le même temps, le Troisième Reich cherche à épurer sa population. Mais de toute façon, pour ces populations, il n'y a pas de management et il n'y a pas de ménagement tout court. Dans le 5e chapitre, en fait, il va parler de Reinhard Heune. Heune, je ne sais pas comment ça se prononce. Heune. Il faudrait se renseigner. Je vais dire Heune. C'est l'archétype de l'intellectuel technocrate. Son père, il est devenu procureur adjoint un petit peu à la force du poignet. Il est de la droite conservatrice, il est antisémite, mais il n'est pas nazi. Il est d'ailleurs opposé à la tentative de putsch d'Hitler en 1923, mais pour autant, il rentre dans la SS en 1933 et entre-temps, en 1927, il devient docteur en droit et son obsession, en fait, c'est la communauté. Alors, c'est un cadre prometteur dans la SS, il a une énergie intellectuelle qui est incontestable. Il a quand même une aptitude mondaine, c'est un grand intrigant, il est apprécié et protégé par Himmler et Heydrich, ce qui n'est pas rien. Et en 1945, quand la guerre est perdue, c'est une vraie catastrophe politique. Et pour tous ces nazis, il va falloir se réinventer. Alors certains changent de lieu, de carrière ou de vie. Mais il y a quand même tout un réseau d'anciens SS qui se met en marche suite à la fameuse amnistie de 1949 qui finalement exonère et libère de toute procédure judiciaire 800 000 nazis. Et donc, certains anciens SS vont devenir avocats d'affaires, d'autres vont devenir membres de conseils d'administration, d'autres gestionnaires, d'autres directeurs, tandis que d'autres, comme ce fameux Heune, vont rester fidèles à leur vocation intellectuelle et plutôt pédagogique. Il va créer et va devenir le directeur de la grande école de management allemande qu'on appelle l'Academia ou l'Académie de Bad Harzburg jusqu'en 2000, puisque en 2000 il meurt, donc il ne peut pas continuer.
Donc il y enseigne avec d'autres anciens SS, plus on est de faux, plus on rit, qui sont même parfois des criminels de guerre, voire des criminels contre l'humanité. Par exemple, il y a Franz Six, qui est un brillant universitaire, qui entre dans la SS pour des missions de recherche sur les opposants et qui ensuite va être dans la recherche idéologique. Ce fameux Franz Six, il est même condamné à 20 ans de prison à Nuremberg, mais finalement il est relâché et il deviendra un grand éditeur, puis le directeur de la pub chez Porsche en 1957, et enfin il est enseignant en marketing à l'Academia de Bad Harzburg. Et il écrira un livre à succès en 1968 qui rassemble toutes ses connaissances en marketing. Le talent. Donc l'Academia, c'est une école qui est là pour enseigner à des praticiens et des responsables qui sont en fait déjà en poste et qui sont envoyés par leurs employeurs pour quelques semaines. Donc en fait dans cette Academia-là vont se retrouver dans ces séminaires des cadres alors de Aldi, de BMW, de Bayer, de Telefunken, Esso, Krum, Thyssen, Opel, mais on va aussi retrouver des cadres de Ford, de Colgate, de Hewlett Packard, qui, en fait, comme 2500 entreprises, ont envoyé leurs cadres managers écouter les bonnes leçons d'anciens SS, et on y envoie même les cadres de l'État de la nouvelle République fédérale allemande. Alors, dans le chapitre 6, il va nous expliquer comment l'art de la guerre nazie, finalement, s'est appliqué à la guerre économique. Donc, Heun, il continue en 1955 à écrire des textes sur la réforme de la nouvelle armée de la jeune République fédérale allemande, puisque lui, c'est un grand spécialiste de l'histoire militaire, c'est un passionné, il adore ça. Et en fait, il met quand même de côté son obsession de la race, le péril juif, il le laisse tomber, heureusement, et la conquête du grand espace vital de l'Allemagne. Mais mis à part ça, en fait, il n'y a aucune rupture avec le modèle qu'il défendait auparavant quand il était SS nazi. Il y a une grande, comme je le disais, il y a une grande attention qui est portée à l'histoire militaire, dont il est un grand spécialiste. Et en fait, lui, il condamne avec une grande vigueur ce qu'il appelle le positivisme militaire. C'est-à-dire qu'en fait, il lutte contre la tentation géométrique, mathématique, de formuler des règles applicables à chaque cas. Au contraire, lui, il va promulguer l'adaptation et la flexibilité. En fait, pour lui, c'est un raisonnement simple, c'est-à-dire qui ne s'adapte pas, qui ne change pas, en fait, disparaît comme toute espèce qui est devenue inapte à la survie. Donc il s'agit de retrouver finalement le goût et l'énergie de l'innovation, de se défaire de la tradition quand celle-ci n'est plus adaptée à nos temps modernes. Il critique l'armée qui est commandée comme une machine inerte par du calcul, des formules mathématiques et des règles mécaniques. Il fait une critique aussi à peine voilée de l'art militaire nazi du Troisième Reich, puisque finalement, de son point de vue, cet art militaire nazi a conduit sa défaite parce qu'on voyait les soldats que comme de simples rouages et on appliquait les mêmes règles à différentes situations. Or, ce n'est pas ce qu'avaient promis les juristes nazis. Pour lui, l'armée a été dirigée de manière opposée à tout ce qu'avaient promulgué les juristes, les penseurs, les managers nazis de l'époque. Donc, pour lui, en fait, son modèle de réussite, c'est Napoléon. Parce que pour lui, Napoléon, il a compris l'élasticité qui est nécessaire et il en fait un levier de son succès. Parce que pour Heun, le temps du soldat-machine, finalement, c'est un temps qui est révolu. Le voir comme une machine à marcher et à tuer, c'est obsolète. Comme les châtiments corporels, pour dresser le corps du soldat, c'est aussi quelque chose qui est obsolète pour lui.
Il faut prendre l'exemple des soldats français qui, eux, étaient enthousiastes, spontanés, qui avaient une motivation et une implication des volontaires français des armées de la Révolution. Bon, évidemment, tout ça est un petit peu fantasmé, hein. Euh, comme tout ce qui gravite autour de Napoléon, évidemment, mais bon, c'était son image. Donc, ce qui l'intéresse, lui, c'est le corps des officiers et des sous-officiers. Donc, finalement, c'est les cadres de l'armée qui l'intéressent. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'en fait, il faut que ces cadres, ils soient rééduqués. Il faut qu'ils apprennent à réfléchir aux moyens d'atteindre les objectifs qui sont fixés par le commandement suprême et ce, par une adaptation optimale du combat du terrain. Et pour ça, on parle de calculer les moyens. Donc, contre l'hostilité traditionnelle des officiers nobles à l'égard de la formation en général, contre son goût de la routine qui est hérité de génération en génération par ce qu'il appelle le drill. Donc, le drill, c'est un processus qui vient de l'armée prussienne qui était là pour dresser le corps. Donc, contre son goût de ces cadres de l'armée, de la routine qui est héritée de génération en génération. Donc il s'agit de créer finalement une académie de la guerre, comme Heun, en 1956, avait créé son académie de formation des cadres de la guerre économique. Donc pour lui, la formation de la guerre, ça doit être une formation qui est pratique et pas théorique. Il faut plutôt les nourrir d'histoire militaire et d'études de cas. Donc les cadres de l'armée ne doivent pas, ça doit pas être des singes savants, ça doit pas être des universitaires gorgés de savoir. Ils doivent avoir finalement le strict nécessaire pour pouvoir savoir manœuvrer et vaincre. Donc leur bagage finalement doit être minimal. On ne doit pas s'encombrer des impédimenta d'une scolastique cultivée. Les maths qui étaient si prisées avant sont passées en pertes et profits et en fait c'est réduite au simple apprentissage d'une géométrie qui est plutôt rudimentaire, à la limite pour savoir lire une carte, mais ça s'arrête là. Donc l'objectif final, c'est une nouvelle génération qui n'a pas de préjugés, qui est orientée vers la pratique, qui est formée à la réflexion personnelle par la possession de connaissances élémentaires de la tactique. Et c'est de manière autonome que l'officier et le sous-officier doivent trouver les moyens et les voies qui conduisent à l'objectif défini par la tâche qu'on leur a confiée. Mais l'officier de terrain, comme le cadre finalement de l'entreprise, ne participe en rien à la définition de l'objectif. Lui, il est assigné à remplir une tâche. Et en fait, il ne lui appartient pas de décider, dans le cas de l'armée, quelle colline on doit prendre ou si un objectif peut être répudié. En fait, son unique liberté à ce cadre de l'armée, c'est de trouver par lui-même et de manière autonome la façon de prendre et d'atteindre, de prendre cette colline et d'atteindre son objectif. Donc, il en vient à la conclusion, il est libre d'obéir. Et là, on se retrouve quand même avec deux choses qui sont associées. Donc, premièrement, c'est qu'on a le commandement autoritaire qui est incontestable dans ses prérogatives suprêmes. On doit prendre la colline. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une liberté qui est laissée aux officiers de terrain. Et c'est ce qu'on a appelé la tactique de la mission. C'est-à-dire qu'on confie une mission à un officier, libre à lui, ensuite de choisir les moyens d'y arriver. Donc libre à lui d'obéir et surtout libre à lui de réussir. Et cette tactique a donné de nombreuses victoires dans l'armée prussienne entre 1813 et 1870. Alors, de ça, il y a plusieurs conséquences. La première, c'est que d'abord, ce sous-officier prussien, il porte sur ses épaules le poids de l'échec potentiel et il en fait subir toute la pression à ses subordonnés, qui sont finalement de simples soldats en ligne. La deuxième chose, c'est que le sous-officier qui est auréolé de victoire et de prestige demeure finalement une incantation d'un tyran
qui est imbu de lui-même, un harceleur sans âme. Mais on est en droit de se demander, est-ce que c'est l'expression d'une peur atroce ou est-ce que c'est l'expression d'une peur d'échouer alors que finalement il est libre d'obéir et il est surtout condamné à gagner. Et la troisième chose, c'est qu'en fait, sur ses épaules, il y a une cascade de responsabilités et de mépris venus de tout en haut, des cadets et des diplômés de l'école de guerre qui, eux, définissent les objectifs suprêmes. Et tout en bas, on a sur le terrain que la conscience écrasante de sa propre responsabilité. Et le système de management militaire exalté par Heun s'est révélé d'une efficacité et aussi d'une perversité assez remarquable. On a une injonction d'être libre, mais sans l'être aucunement. Et la conséquence finale, c'est que l'officier et le sous-officier assument une responsabilité totale, absolue, alors que finalement, ils n'ont décidé de rien. Donc après la défaite de 1945, cela impose de tout réformer, mais la réforme, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a destruction et abandon du passé dans sa totalité. Et au contraire, on ne renie pas du tout son passé nazi. On laisse choir évidemment le racisme rabique des années 30, l'antisémitisme et la quête de l'espace vital, mais il ne renonce tout de même pas à ses intuitions fondamentales, ce bon vieux Heun. Donc pour lui, le Troisième Reich, il a échoué parce qu'en fait, il n'était pas assez nazi. Il n'a pas assez mis en acte et pratiqué la liberté germanique, la souplesse, l'élasticité dans ses agents et ses agences. En 1949, il y a la constitution de la RFA en Allemagne et c'est l'heure justement de la liberté, celle des masses et des individus. La RFA, c'est le monde libre contre l'éternel ennemi communiste, et ce même ennemi que combattait déjà le Reich. Et comme des dizaines de milliers d'anciens représentants des élites d'Hitler, Heun va se mettre au service de nouveaux idéaux de son temps. Et la croissance économique et le triomphe de la liberté occidentale sont ces nouveaux idéaux. Alors de façon totalement opportune, les concepts du commandement et du management déjà développés dans les années 30 vont se révéler étonnamment convergentes avec l'esprit des temps nouveaux. Et dans l'entreprise, on va proposer un modèle de management qui semblait l'expression idoine de la nouvelle culture démocratique. C'est le management par délégation de responsabilité. C'est ce management dit de Badasberg, qui porte le nom carrément de l'académie. Donc ce directeur de l'académie va écrire plus de 40 ouvrages sur ce sujet. C'est une littérature managériale qui est aussi descriptive et normative que pauvre en idées d'ailleurs. Et il va y avoir à un moment une rupture de style et de ton, parce qu'avant 1945, il avait une littérature qui était enrichie de mise en abîme et de contexte historique. Mais à partir de 1956, en fait, ces ouvrages ils vont être destinés plutôt à des praticiens et des cadres qui deviennent pressés, qui sont peu désireux d'assister à des développements sur l'histoire de l'administration à l'âge absolutiste. Et finalement, Heun, il répond à cette demande de prêt à consommer. Et il aborde tous les domaines et aussi le développement personnel, mais dans des formats qui sont du coup comme une recette de cuisine, quoi. Mais tout ça pour dire que le coaching, le développement personnel a aussi sa place dans l'académie. On présente le management moderne comme l'expression de l'époque, à l'âge des masses démocratiques. Chacun veut être considéré pour ce qu'il est et pas comme un subordonné, mais comme un collaborateur finalement, une personne qui pense, qui agit de façon autonome. Et les gens, du coup, doivent et veulent être dirigés différemment.
Il y a une mutation économique, une mutation technique, une mutation sociologique, et ça impose un nouveau style de direction. Et ça répond à des profondes préoccupations de Heun. Travailler avec des collaborateurs, finalement, ça conjure les luttes de classe, ça écarte l'affrontement entre les dominants et les dominés, entre le patron et ses employés. Et la cogestion et la co-direction sont des principes qui sont censés régner dans l'entreprise de la RFA à partir de 1951. Donc cela, ça permet de conjurer les divisions, comme je le disais, entre les riches et les pauvres, entre la droite et la gauche, entre les ouvriers et les patrons. Ça assurerait une unité de volonté, d'affect et d'action de la communauté productive. Et ça, finalement, c'est l'obsession des nazis qui est d'exorciser la division, de rétablir l'unité politique, l'unité culturelle, l'unité sociale, car il y avait finalement une unité de race. Et conjurer la division, c'était aussi une obsession pour la RFA, qui voulait empêcher la division sociale. Donc le management qui était imaginé par Heun, à l'époque nazie, finalement, apportait une pierre décisive à l'édifice. Mais considérer le travailleur comme un collaborateur capable d'autonomie et de réflexion, pour autant, ça n'allait pas de soi en Allemagne, qui est un pays qui aurait plutôt tendance à cultiver un sens assez caricatural de la hiérarchie. Cependant, cette liberté, c'est quand même une injonction contradictoire. Pourquoi ? Parce que le fonctionnement de l'organisation se veut par principe non autoritaire, mais il reste pleinement hiérarchique, car en fait la relation, ça reste tout de même celle qui existe entre le chef et l'exécutant. Et le chef, contrairement aux pratiques antérieures, il ne prescrit pas l'action dans les détails de son exécution, mais en fait, il se borne à donner des directives, à donner des objectifs, et ensuite, son rôle, ça va être d'ordonner un résultat, par exemple, et ensuite d'observer, de contrôler et d'évaluer. Donc entre le chef et l'exécutant, il existe désormais une relation de collaboration. Et cette relation, en fait, elle se nomme la délégation de responsabilité. Donc premièrement, le chef commande et désormais il contrôle et il évalue. Et deuxièmement, l'exécutant ou l'exécuteur, il a la responsabilité d'agir et la responsabilité de réussir. Et la responsabilité, elle est d'autant plus grande qu'en fait, il a été lui-même libre de choisir les voies et les moyens qui ont été les plus adaptés à l'exécution de sa mission. Donc la responsabilité, elle est en partie transférée sur le niveau qui a pris l'action en charge. Alors ça provoque plusieurs paradoxes. Le premier, c'est que en fait, un ancien SS imagine un modèle de management non autoritaire, c'est quand même pas mal. Et le deuxième paradoxe, c'est que c'est de nouveau une injonction contradictoire sur la liberté d'obéir. La méthode de Bad Asberg, dit management par objectif, repose finalement sur un mensonge fondamental et fait dévier le subordonné ou l'employé d'une liberté promise finalement vers une aliénation qui est certaine pour le plus grand confort de la direction qui n'a plus à porter seule la responsabilité d'un échec potentiel ou effectif. Donc la conséquence de ça, c'est qu'on ne peut pas penser les fins, les objectifs, on est cantonné au seul calcul des moyens d'action que l'on a pour réaliser l'objectif. Et ça provoque, et ça beaucoup d'études l'ont démontré, ça provoque une aliénation au travail. Ça donne de l'anxiété, ça produit de l'épuisement, des burn-out, des démissions antérieures, donc les bore-out à l'inverse, à laquelle Heun va même consacrer 2 ouvrages. Donc c'est des choses dont il a conscience. Dès 1969, l'Académie des managers va se doter de séminaires spéciaux pour les cadres de l'administration allemande, donc pour l'État, les Länder, les communes,
qui sont désireuses de se former aux méthodes modernes de management et auxquelles on souhaite appliquer les mêmes principes que pour les entreprises privées. Donc au monde public et au monde privé doivent être appliqués les mêmes principes d'organisation et les mêmes critères d'évaluation. Et ça, l'Académie a quelques années d'avance sur ce sujet par rapport à l'Angleterre, aux États-Unis et à la Scandinavie. Puisque Hoyne pensait déjà, en fait, dans les années 30, le dépérissement de l'État et le développement des agences se fait le précurseur, sinon le prophète de la nouvelle gestion publique. Et c'est devenu une quasi-religion d'État dans tous les pays occidentaux, à commencer par l'Allemagne du chancelier Kohl, dès le début des années 80. Et c'est la même chose qui se produit pour l'armée allemande, où les officiers et les sous-officiers sont envoyés à Badasberg pour recueillir les paroles et les principes à la source. Alors le 8e chapitre, en fait, va expliquer comment se termine l'histoire de l'Académie et de cet ancien SS. En 1971, il y a un journaliste qui va signer un réquisitoire contre l'école de Badasberg et de son fondateur. En fait, il signe ce réquisitoire grâce à des éléments qui sont connus parce qu'ils sont publiés depuis 1950, depuis longtemps, hein. Mais ils ont été rassemblés dans un ouvrage en 1965. C'est un ouvrage qui se nomme Livre brun, les criminels de guerre et les criminels nazis en poste en RFA. École, économie, État, armée, administration, justice, sciences. C'est édité à Berlin. Et il y a dans ce livre, il y a 2 pages qui accablent Hohn, présenté comme un officier de la SS de la couronne proche de Himmler. Donc là, l'heure est clairement au règlement de compte avec bon nombre d'anciens nazis, parce qu'en fait, il y a une pression de la jeunesse étudiante allemande qui verse dans l'action contre le fascisme de leurs parents, finalement, et de leur république. Et en 1972, sous la pression, l'armée allemande met fin à sa collaboration avec l'Académie. Dans le même temps, s'ajoutent de plus en plus de contestations théoriques et pratiques du modèle de Badasberg, qui est perçue comme trop lourde, qui est peu maniable, car c'est trop précis, c'est trop bureaucratique. Il y a plus de 315 règles d'application de sa méthode, à commencer par la rédaction très précise de fiches de poste pour les employés et beaucoup de normes qui régissent les rapports, la communication entre les employés et les chefs eux-mêmes organisés en état-major. Donc c'est une méthode qui est réputée comme étant très lourde. Et dès 1972, il y a des modèles qui viennent de Suisse et surtout des États-Unis qui vont venir en plus de ça concurrencer le modèle de l'Académie et qui vont faire que finalement, à partir de 89, elle va être plus ou moins en faillite, que ses activités vont être démantelées et en 2000, à 95 ans, Hoyne meurt. Mais l'ironie du sort fait que la presse allemande va saluer l'enseignant. Mais en 2012, la méthode va faire de nouveau parler d'elle puisque un cadre de la société Aldi, donc Aldi qui est quand même un monument de la société de consommation allemande depuis les années 50, c'est le véritable inventeur du discount. Eh bien, ce cadre, il a publié un livre sur sa douloureuse expérience du management dans cette firme. Et en fait, il y décrit un monde oppressant, du contrôle avec un harcèlement permanent. Et en fait, Aldi, elle, c'est une boîte qui se réclame fièrement depuis ses origines de la méthode de management de Badasberg. Et il y a un article qui est écrit en 2012 sur cette entreprise qui est qualifiée quand même de ivre de contrôle. Et ce cadre, en fait, il affirme que Aldi vit tout simplement du contrôle total et de la peur, hein, et notamment les comités d'entreprise sont bannis. Pour terminer le livre, l'auteur termine en nous disant que finalement, discipliner les femmes et les hommes en les considérant seulement comme s'ils étaient de simples facteurs de production, le fait de dévaster la planète, qui est vu aussi comme un simple objet, et bien finalement ces deux choses-là vont plus ou moins de pair.
Et en poussant la destruction de la nature à son paroxysme, en poussant l'exploitation de la force vitale jusqu'à des niveaux inédits, les nazis apparaissaient un peu comme l'image déformée d'une modernité qui serait devenue complètement folle. Alors, pour servir des illusions, alors tantôt la victoire finale pendant la guerre ou tantôt la reprise de la croissance à l'époque moderne, et servi aussi par des mensonges, puisqu'on promettait liberté et autonomie, dont les penseurs du management comme Hoyne, en fait, ont été d'habiles artisans, mais apparemment, les idées ont leur temps, et les auteurs ont aussi leur époque. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo résumé de livres. Ciao!